Madame, Messieurs, bonjour et bon début de semaine. Nous sommes ravis évidemment de vous retrouver comme tous les matins entre 9h20 et 10h sur cette antenne. C'est la revue des grandes unes qui démarre à l'instant avec, comme chaque matin, tout d'abord un œil sur ce que la presse locale nous propose ce lundi. Oui, le Messager est en kiosque ce matin et parle du Covid-19. Fin de la chasse aux sorcières, titre le quotidien Le Messager. Vérité sur le rapport d'exécution du Fonds spécial de solidarité nationale pour la lutte contre la pandémie et ses répercussions économiques et sociales, c'est à dire dans les colonnes de Le Messager parution de ce matin, le journal qui parle également d'obsèques, l'hommage de la nation à Koun Abesike, l'ancienne ministre des Domaines du Cadastre et des Affaires foncières, a été conduite à sa dernière demeure ce samedi à Bafia, dans la région du centre. C'est allé en pied de une de Le Messager qui est en kiosque ce début de semaine. Autre quotidien, ces mutations qui passent ce matin de gouvernement et patronat. L'énergie de l'espoir, titre et mutation ce lundi. Le ministre de l'eau et de l'énergie a échangé jeudi avec les opérateurs économiques sur les projets visant à améliorer l'offre énergétique et la qualité du service au profit du secteur industriel. Un marché de 110 milliards de francs CFA à saisir pour la fabrication des poteaux en béton. C'est à retrouver dans le dossier de mutation des pages 8 à 9 de ce quotidien. Le quotidien Mutation qui parle également de photocall. 8 militaires tués dans une attaque. C'est allé en page 5 de Mutation parution de ce lundi. Émergence est en kiosque ce matin et parle du Cameroun. Un discours de Paul Biya. Au Camerounais s'impose. Le journal vous propose ce matin le kaléidoscope des crises qui fragilisent la sécurité nationale, le nord-ouest et le sud-ouest, Boko Haram à l'extrême nord et les tensions dans la classe politique. Cela impose une adresse du chef de l'État à la nation, croit savoir Émergence, qui est en kiosque ce matin. Le journal L'Œil du Sahel, lui, le très hebdomadaire L'Œil du Sahel est en kiosque ce lundi et parle de terrorisme s'armer. 20 terroristes de Boko Haram tués par l'armée. C'est à retrouver dans le journal L'Œil du Sahel ce matin qui vous propose le récit de cette nouvelle incursion de la secte Boko Haram dans la localité de Sarmé, dans un poste stratégique et avancé de l'armée dans le département du Logo-Nechari. C'était dans la nuit de vendredi à samedi matin précisément autour de 4 heures lorsque ces groupes terroristes ont fait cette incursion. Tu as ainsi 8 militaires, mais surtout l'armée a neutralisé 20 terroristes, insiste le très hebdomadaire L'Œil du Sahel que vous avez en kiosque ce lundi. Le jour parle également de cette attaque de Boko Haram. 8 soldats tués, titre nos confrères du quotidien bleu. Ils ont été abattus au cours d'un assaut des membres du groupe islamique dans le village Sarmé Fotokol. C'était dans la nuit du 23 au 24 juillet 2021. C'est à retrouver dans les colonnes de Le Jour de ce matin. En pied de une de Le Jour, vous lirez la crise anglophone qui déborde à l'ouest. Comment l'armée s'organise. Le Jour propose tout un dossier sur cette question en prenant appui sur la récente visite du ministre délégué à la présidence chargé de la Défense, Joseph Etiassomo, qui vient d'achever une visite de travail de plusieurs jours à Bafoussam et à Bouda, dans la région de l'Ouest, où les attaques séparatistes débordent. Le financier d'Afrique est en queue ce matin par la crise sanitaire. 162 milliards de francs CFA de fonds Covid-19 dépensés en 2020. C'est ce qui ressort, dit le journal, du rapport d'exécution du fonds spécial présenté par le ministre des Finances. Vous lirez cela en page 4 et 5 du journal Le Financier d'Afrique. Cameroun Tribune parle ce matin de la situation sécuritaire à l'ouest. Des renforts arrivent, indique le quotidien gouvernemental. En visite de travail le week-end dernier sur instruction du président de la République, le ministre délégué à la présidence chargée de la Défense, Joseph Etiassomo, a annoncé un renforcement des effectifs et des moyens ainsi que la redynamisation des comités de vigilance pour appuyer l'action des forces de défense et de sécurité dans cette région victime d'attaques de bandes armées venues du nord-ouest. C'est à dire en page 5 de Cameroun Tribune, édition de ce matin. Éco-santé, le quotidien est en kiosque ce matin et parle de l'humanisation des soins et services. Le docteur Manaouda Malachi relève
les plateaux techniques des hôpitaux de l'Adamawa, c'est-à-dire dans le journal. Et puis, le soir parle des enseignements secondaires, liste officielle des manuels scolaires 2021-2022, c'est à retrouver dans les colonnes de ce journal. Et puis on sort par intégration qui parle ce matin de l'Afrique centrale, les nouvelles exigences de la BAD, la Banque africaine de développement. L'économie report parle de la peste porcine africaine, comment y faire face. Titre ce matin, l'économie report, les gouverneurs des régions du nord-ouest et de l'ouest ont interdit la commercialisation du porc sur leurs territoires respectifs pour contenir la maladie. Cependant, d'autres actions suivant les vétérinaires restent à mener. C'est à ligne en page 3 de l'économie report qui est en kiosque ce jour. Et puis enfin, Repère parle de fonds Covid. Le ministre Santé peine à justifier 46 milliards de francs CFA. Cet argent représente l'avance de trésorerie faite avant la mise en place du compte d'affectation spéciale mis en place par le gouvernement pour faire face à cette pandémie. Retour en plateau avec nos invités du lundi. D'abord, Bernard Batana, bonjour et bon début de semaine. Ombolo à toutes les populations de Meyoké par Bitam au Gabon. Ombolo à toutes les populations de Bébéine en Guinée équatoriale. Ombolo à toutes les populations du Cameroun, de la Guinée équatoriale et du Gabon. Je voulais juste saluer comme ça parce que dans le département des trois frontières, à Kiossi particulièrement, les ministres gabonais, camerounais et équato-guinéens ont inauguré une fibre optique d'interconnexion entre les trois pays. Je voudrais saluer cette initiative de l'intégration numérique en sous-région d'Afrique centrale. La région d'Afrique centrale, la moins intégrée du continent. Déjà, il y a un débat de savoir que la Guinée équatoriale par Ebébéine, le Cameroun par Kiossi et le Gabon par Bitam sont interconnectés par une fibre optique de haut débit. C'est la volonté des trois chefs d'État, comme on l'a dit là-bas. Thierry Niopé, bonjour et bon début de semaine. Bonjour Donald Brice Kamga, bonjour à Bernard Batana, bonjour aux téléspectateurs de la revue des Grandes Lunes. C'est un plaisir d'être là ce matin. Je le dirai jamais assez. C'est la politique du vase à moitié vide ou du vase à moitié plein. L'intégration sous-régionale, Bernard l'a souligné tout à l'heure, évolue bon an mal an vers des fonds baptismaux qui pourraient nous permettre effectivement d'avoir une intégration véritable. C'est vrai que Donald est un objecteur de conscience, pas toujours d'accord au fait d'un certain nombre de choses, mais on peut comprendre. Ce sont des faits. La sous-région Afrique centrale est la moins intégrée du continent africain. Ce sont des faits. Maintenant, on peut être optimiste ou pessimiste, c'est selon. On ouvre l'analyse des journaux en kiosque, chers messieurs, par le messager Fonds Covid-19, fin de la chasse aux sorcières. S'exclament nos confrères de Le Messager qui publie ce matin ce rapport d'exécution du Fonds spécial de solidarité nationale pour la lutte contre le Covid-19 et ses répercussions économiques et sociales. Bernard Batana, ce rapport publié en fin de semaine par le ministre Louis-Paul Motazé, est-ce que ça clôt le débat sur cette controverse? Au contraire, moi je pense que ça suscite une interrogation. Y a-t-il une guerre entre les rapports? Il y a d'un côté le rapport de la Chambre des comptes de la Cour suprême, qui est un rapport à charge par rapport à la gestion des fonds alloués à la lutte contre le Covid-19. Il vous souvient que la Chambre des comptes avait émis un certain nombre de réserves par rapport à la gestion. Et la Chambre des comptes, justement, a pour rôle de contrôler l'action du gouvernement. Maintenant, il y a ce rapport du ministre des Finances qui a donné des contours, des explications par rapport à ce fonds Covid. On a compris, mais il reste à savoir si les deux rapports, parce que c'est une histoire de comparer les deux rapports, est-ce que les deux rapports concordent? La réponse se trouve dans le journal Repère. 62 milliards qui sont en la gestion de... Le ministre peine à expliquer la gestion de 62 milliards. 46 milliards. C'est-à-dire que l'argent qui était destiné à la lutte contre la Covid-19, voilà
Voilà l'essentiel. L'avance de trésorerie avant la mise en place de ce fonds. Oui, et le ministre des Finances a donné un certain nombre d'explications qui étaient vraiment nécessaires pour le grand public, parce que, disait-on, il y a des ministres qui étaient déjà cloués sur le pilori, il y avait des ministres qui étaient déjà pointés sur le doigt, il y avait des ministres qu'on prédisait déjà à Kondengi. Bon, maintenant que le rapport du ministre des Finances est arrivé, il faut le scruter pour savoir quels sont les tenants et les aboutissants. Quel est le rôle joué par chaque ministre dans cette lutte contre la Covid-19? Parce que c'est une histoire de 2 rapports maintenant qui sont sur la place publique. Et il revient maintenant à la presse, aux journalistes, s'approprier les 2 rapports pour en faire des papiers, pour en faire un relais auprès de la grande population. Alors, nos confrères de Mutation relaient également ce rapport publié par le ministère des Finances autour de la gestion de ces 180 milliards dédiés à la lutte contre le Covid-19 et indique justement que environ 40 milliards de francs CFA n'ont pas pu être justifiés par le ministère de la Santé publique. Thierry Niopé, est-ce qu'il faut craindre que ces fonds-là aient pris des chemins indus? En réalité, vous parlez de 180 milliards de francs CFA. C'est vrai que selon les différents rapports et selon les informations qui ont été rendues publiques jusqu'ici, il y a exactement 161 milliards de francs CFA qui ont été approvisionnés par l'État. Et donc il y a un petit différentiel qu'on n'évoque pas toujours. Et justement, dans ces 161 milliards de francs CFA, il y a exactement 96 milliards de francs CFA qui ont été mobilisés pour des dépenses sanitaires. Et dans ces 96 milliards de francs CFA, il y a exactement 15 milliards de francs CFA qui ont été consacrés seulement à l'investissement. Vous comprendrez bien que si sur les 161 milliards, sur les 180 attendus effectivement, on a réservé exclusivement 15 milliards de francs CFA à l'investissement, cela me pose un gros problème. Parce que nous sommes en réalité dans une société de consommation où on passe l'essentiel du temps à utiliser les fonds qui sont approvisionnés pour des dépenses parfois de prestige, pour des dépenses parfois à l'emporte-pièce sans réellement comprendre effectivement qu'on ne peut pas mettre l'essentiel des ressources qu'on peut avoir dans le fonctionnement sans pour autant privilégier l'investissement. Tout le monde sait effectivement que quand on parle de gestion, l'investissement occupe une place centrale, une place de choix pour espérer voir une société prendre quelque peu de l'épaisseur sur le plan de l'édification. Donc, pour moi, c'est un gros problème. Maintenant que le ministre Léopold Motazé tente effectivement de justifier ce qui a été fait, je vous rappelle que c'est le même ministre qui était monté au créneau devant les représentants de la Chambre haute du Parlement, notamment les sénateurs, pour démontrer effectivement que, vous savez, le Cameroun en 2002 apparaît au plus pressé parce que la lutte contre la Covid était une affaire planétaire mondiale. Il fallait paraître au plus pressé parce qu'on ne savait pas exactement où on allait. Les morts s'accumulaient, s'amoncelaient et il fallait effectivement tout faire pour que cela s'arrête. Et je vous rappelle effectivement qu'avant que le Premier ministre chef du gouvernement, le docteur Joseph John Gouté, ait pris le soin de repartir les différentes enveloppes entre les ministères, le ministère des Finances, d'après le patron de ce département ministériel, avait déjà pris le soin de mettre l'argent à disposition à certains ministères qui en avaient besoin pour leur permettre justement de lutter contre la Covid-19. Donc voilà autant d'éléments qui nous permettent quand même de comprendre qu'il y a anguille sous roche quelque part. Il faudrait que les Camerounais ont réellement envie de savoir ce qui s'est passé. Parce que sur 161 milliards de francs CFA, il y a seulement 15% qui ont été consacrés à l'investissement. Et quand on parle de ces 15%, on parle des hôpitaux qui ont été construits, on parle effectivement des aides qui ont été aménagées, notamment à Orca et les autres. Mais le reste, le gros de cet argent est parti dans des dépenses de fonctionnement. Il fallait peut-être acheter des gels hydroalcooliques, des machines vaporisateurs et un certain nombre de choses. En réalité, les Camerounais veulent savoir. Les Camerounais, justement, qui pour la plupart aujourd'hui attendent que les responsabilités soient établies dans ce qui apparaît comme
une vaste opération de malversation de fonds publics. En tout cas, on attend de voir ce que ce rapport produira comme effet sur les responsables supposés être coupables de ces malversations. Est-ce que l'exécutif peut aller plus loin en sanctionnant? Vous savez, tout ce qui concerne l'argent soulève des passions. L'affaire a été mise sur la place publique et suscite des passions. Et les Camerounais piaffent d'impatience de savoir comment ont été gérés ces fonds-là. Nous pensons que pour fixer les uns et les autres, on devait procéder par un rapport circonstancié de la gestion des fonds Covid. Thierry vient de parler tout à l'heure de 15 milliards pour l'investissement. Est-ce que sur le terrain de l'action, cet investissement est visible? Est-ce que le citoyen lambda reçoit les cache-nez, le savon et le gel hydro et alcoolique gratuitement? Parce que vous savez, et ça c'est une question économique. Lorsque vous avez atteint une certaine croissance, elle ne s'observe que lorsqu'il y a eu redistribution. Est-ce que par rapport à l'argent qui a été alloué à la COVID-19, il y a eu redistribution chez les Camerounais? Nous pensons que ce n'est pas le cas. D'où la nécessité pour les pouvoirs publics de rendre un rapport, je ne sais pas, certainement nous ne sommes pas entrés dans le rapport du ministère des Finances là. Il serait plus intéressant et plus utile que ce rapport-là soit circonstancié. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que tel ministre a eu tel montant d'argent, voilà ce qu'il en a fait. Parce que on est encore dans une histoire d'un rapport collectif. Il faut que ce rapport soit individuellement collectif. C'est-à-dire que ce que chacun a eu, qu'il justifie comment il a géré, parce qu'il est question de santé publique et de l'argent du contribuable. Très bien. Nous allons passer à autre chose. Parlons de Boko Haram, oui, qui a encore tué ce début de week-end au Cameroun. C'est à la une de Le Jour de ce matin. Cette attaque de Boko Haram dans la localité de Sarmé, dans l'arrondissement de Fotokol, dans la région de l'extrême nord. 8 éléments des forces de défense et de sécurité ont été tués dans cette nouvelle attaque qui est survenue dans un poste stratégique de l'armée à la frontière avec le Nigeria voisin. Thierry Nyopé, oui. On croyait que Boko Haram avait suffisamment reculé? Non. Je l'ai toujours dit, la lutte contre le terrorisme est une lutte permanente. Même les États les plus développés au monde, les États-Unis, font face justement à ce terrorisme au quotidien. C'est la raison pour laquelle on renforce les mesures de lutte contre cette hydre qui a, vous le savez, c'est pas plusieurs têtes, on coupe une autre nez et on fait des efforts effectivement pour que le mal soit amoindri le maximum possible. On ne peut pas dire qu'on peut résolument lutter de manière définitive contre les terroristes, parce qu'au moment où l'armée développe des stratégies, les terroristes également développent des stratégies pour déstabiliser davantage les États. Je vous rappelle que le terrorisme est comme le mal qui est entré dans le monde. Donc là, c'est le mal qui est entré dans des États. À la création même de Dieu a créé un monde parfait, mais le mal a fini par y pénétrer. C'est comme les États ont fait des efforts pour que de pareilles situations n'arrivent pas, mais également de l'autre côté, les forces du mal, des forces occultes, multiplient également des stratégies pour que le mal continue à être pérennisé, parce que justement, cela profite aux fabricants d'armes, cela profite aux vendeurs d'armes. Je l'ai toujours dit, si on ne veut plus que la guerre continue, on n'a qu'à arrêter l'industrie de fabrication d'armes. Mais alors, vous savez que ce sont des économies qui coûtent des milliards de dollars dans le monde, donc on ne peut croire effectivement que l'industrie de la guerre sera mise de côté du jour au lendemain. Donc, il y a des gens qui mettent pratiquement du feu sous le boisseau au quotidien pour que effectivement l'industrie
de la guerre continue. C'est la raison pour laquelle, on l'a toujours dit, la lutte contre le terrorisme, contre la secte islamique négationniste Boko Haram devait être une lutte permanente, continuelle, pérenne. C'est la raison pour laquelle, vous avez vu, et puis vous l'avez dit tout à l'heure, c'est le jour qui a dit que 8 militaires ont été tués du côté de Sakmé, dans la localité de Fotokol, non loin du Nigeria. Si je l'ai dit, même au début de cette émission, quand je parlais de vous, c'est... en réalité, c'est la politique du verre à moitié plein ou du verre à moitié vide. Parce que là, Mutation a mis un accent sur les 8 policiers qui ont été tués, mais Mutation ne l'a pas également dit à la grande une de son édition, qu'à côté de ces 8 militaires qui ont perdu la vie dans cet attentat-là, il y a 20 terroristes de Boko Haram qui ont également perdu la vie. Donc, alors quand vous regardez le ratio, entre 20 et 8, le ratio est il y a quand même un différentiel de 12. Et donc, l'armée a fait des efforts quand même pour neutraliser au maximum ces forces négationnistes qui sont venues les attaquer pour mettre en mal cette région-là. On ne peut pas mettre cela par pète et profit. Ce sont des actes répréhensibles, condamnables. On ne peut que se pencher devant la mémoire de ces Camerounais qui ont malheureusement perdu la vie en défendant le territoire national. Bernard Batana, le terrorisme est une question de sécurité internationale, mais quel regard est-ce que vous portez sur la réponse camerounaise à ce titre, pour prendre un mot cher à Thierry? D'abord, ce n'est pas une question de ratio. 20 contre 12. Ce n'est pas un match de football. C'est une guerre chaude là. Où 28 personnes sont tombées dans un champ de bataille. Ce n'est pas une question de ratio. C'est une question de mort d'homme. Le terrorisme international perdure, c'est vrai. Il y a même des financements occultes, c'est aussi vrai. Mais le Cameroun doit mettre des moyens pour lutter. C'est vrai qu'il y a eu des avancées. C'est vrai que le discours officiel a dit que la situation est maîtrisée. Comme on dit souvent au quartier, je maîtrise, mais toujours est-il que les gens meurent. Les gens ont dit sur ce plateau qu'on ne pourra jamais arrêter le terrorisme en éradiquant complètement les morts. Moi, je crois que c'est possible. Il y a des alternatives. Lesquelles? Par exemple, on peut, comme on a prévu, on peut prévoir des solutions sociales initiées au niveau du Sahel, du moins la partie qui concerne le Cameroun, initier des actions de grande envergure. L'extrême nord, des actions de grande envergure pour employer les jeunes. Parce que vous savez, le terrorisme recrute dans la pauvreté. Le terrorisme recrute dans l'oisiveté. Le terrorisme recrute dans le chômage. Il faut trouver des solutions pour éradiquer ce mot. Et alors, on pourra, si ce n'est éradiquer, mais ralentir l'intensité du terrorisme. Très bien. On va regarder... oui, Thierry. Non, juste pour souligner que quand Bernard souligne que le terrorisme recrute dans la pauvreté, l'indigence, la promiscuité et tout ce blabla, il faut en réalité dire que quand on recrute en France, on recrute sur quoi? Il y a un problème idéologique, que l'on ne se mente pas. Il y a un gros problème idéologique, Bernard. Les terroristes jouent justement dans ce côté-là. Quand on recrute à l'Occident, ce n'est pas nécessairement une affaire de pauvreté. On ne recrute pas nécessairement dans les banlieues. Je vous rappelle qu'il y a beaucoup d'enfants, des personnes hautement placées dans le monde, dont les enfants ont rejoint ces terroristes-là, pas seulement pour une question idéologique. Si on prône cette manière de vivre et tout cela, je n'entrerai pas dans cette doctrine-là. Et je vous rappelle qu'elle est parfois enseignée. Je vous rappelle que dans des régions, dans des localités telles que l'extrême nord, on avait interdit des écoles coraniques parce qu'on enseigne la djihad. La djihad fait partie effectivement du Coran. C'est une guerre sainte. Elle est normale pour eux. Alors qu'à côté de cela, elle fait des morts. Mourir au nom d'Allah ouvre directement la voie du salut. Et c'est rentré parfois dans les mœurs, dans les mentalités de beaucoup de personnes. Donc c'est une question également idéologique. Maintenant, l'État
continuer à travailler là-dessus. On parlait tout à l'heure de modernisation. Effectivement, vous savez que la ministre Célestine Kétia-Cortez était à Garoua pour évaluer le chantier urbain de ce côté. Quand vous voyez les routes qui sont construites de ce côté, il y a quand même des efforts qui sont faits, même au niveau de la prise en charge effectivement des populations, et beaucoup ont été faits. Maintenant, il faut beaucoup est fait à ce niveau. Il faut maintenant que cela soit accentué. Ce n'est pas, nous ne vivons pas dans un monde parfait. Même Dieu qui a créé un monde parfait, à un moment donné, est devenu imparfait. La preuve, on a chassé Adam et Ève du paradis. Donc, à un moment donné, il faudrait que l'on reconnaisse également les efforts qui sont faits. C'est en demandant effectivement davantage, parce que c'est également cela le rôle de l'État. Ça ne va pas être une question de ping-pong. Les terrorismes se suivent, mais ne se ressemblent pas. Les terrorismes se suivent, mais ne se ressemblent pas. Il y a bien sûr l'idéologie. On veut créer un califat. Un califat. C'est ça l'objectif du Boko Haram. Alors. Mais il y a des façons plus citoyennes de lutter contre ça. A hungry man is an angry man. C'est ce que les anglo-saxons disent. Celui qui a faim, c'est celui qui est fâché. Si on éradique la faim là, il y a beaucoup de membres du Boko Haram qui vont disparaître. Très bien, passons à autre chose, mais toujours dans ce chapitre sécuritaire. C'est un pied de une de Le Jour ce matin. La crise anglophone déborde à l'ouest. Comment l'armée s'organise? Le Jour nous propose ce matin tout un dossier sur cette question. Cameroun Tribune parle également de cette situation sécuritaire à l'ouest. Des renforts arrivent, titre le quotidien bilingue gouvernemental, faisant l'écho de cette récente visite à l'ouest du ministre délégué à la présidence chargé de la défense, Joseph Betty Assomo. Thierry Niopé, le gouvernement doit craindre pour l'ouest? Mais bien sûr, vous savez effectivement qu'il y a de temps à autre des échauffourées de ce côté. Il y a quelques envolées de quelques sécessionnistes qui attaquent notamment une bonne partie de la région de l'Ouest, notamment le département des Bamboutos. Pour ceux qui connaissent le département des Bamboutos, qui est à cheval entre le nord-ouest et le littoral, en passant notamment par Nkonsambé et le reste. Quand vous passez, pour ce qui est des Bamboutos de manière directe, le département de Bamboutos est pratiquement l'épicentre même de cette crise-là. Quand on parle de Bafoussam, on ne parle pas trop de ces attaques sécessionnistes-là. Babadjou, pourquoi? Les Bamboutos, pourquoi? Parce que le nord-ouest est à côté de Babadjou. Babadjou est non loin d'un Galim, Bachambouda. Donc on ne peut pas arriver au nord-ouest sans passer par Bouddha, sans passer par Babadjou, ou contourner par Ngalim, en traversant une crête non loin des monts Bamboutos. Donc c'est pour dire que c'est une région effectivement qui mérite d'être sécurisée par l'armée camerounaise. C'est la raison pour laquelle j'ai toujours dit, la guerre coûte extrêmement cher. C'est pour cette raison que le Camerounais lambda ne comprendra pas pourquoi le coût de la vie augmente au quotidien. Justement, le coût de la vie augmente au quotidien parce qu'il faut renforcer les équipes de ce côté, Bernard. Il faut nourrir ces troupes-là. Je parlais tout à l'heure de l'industrie de guerre. Ces multinationales, il y a beaucoup de multinationales qui financent la guerre. Il y a beaucoup de personnes également dans l'ordre, même au sein du gouvernement, qui sont pour que cette guerre perdure, parce que cela permet effectivement de générer davantage de l'argent. Il y a effectivement dans les États, notamment à l'Hexagone, des gens qui souhaiteraient effectivement que le Cameroun reste permanemment en guerre, parce que cela va contribuer à déstabiliser le régime en place, qu'on ne veut plus voir du fait de ce que on ne veut plus la tête de Paul Biya. Vous avez d'ailleurs vu les manifestations de Genève, vous avez vu les manifestations du côté de la France de 3G. Donc quand on regarde toute cette floraison de réactions, on peut comprendre effectivement que ce sont des crises qui ne finiront presque jamais. C'est la raison pour laquelle, Bernard, l'État doit davantage continuer à travailler pour sécuriser les personnes et leurs biens, parce que cela fait partie de son devoir. Alors, Bernard Batana, il y a les Bamboutos qu'évoquait à l'instant Thierry Niopé, mais il y a aussi le Noun. Il y a aussi le Noun qui a... Et la Ménois. La Ménois. En fait, sans être prophète de malheur, ou bien c'est toute la région de Grassfield qui est menacée par cette invasion de crise anglophone. Donc moi je pense que le ministre y a été dans la région de l'Ouest.
il a touché du doigt les réalités. Et que tout ce que nous pouvons demander, c'est que l'ordre républicain revienne, parce qu'il y a une menace effective dans toutes les régions de Grassfield, c'est-à-dire le Noun, les Bamboutos, et puis même la Mifi et le Honkam, parce qu'il y a eu des incursions de ce côté-là. Et il s'est installé comme Thierry vient de dire, une économie de guerre qui est normale. Moi, je dis toujours ici que celui qui vend la calache est un agent économique. Bien sûr. C'est un agent économique. Mais malheureusement, son produit fini, c'est le cadavre. Dans cette économie, son produit fini, c'est lui qui vend la calache. Son produit fini, c'est le cadavre qui va à la morgue. C'est de ça qu'il est question. Mais c'est des agents économiques. Il faut que l'État régalien, qui connaît tous ces micmacs, qui connaît tous ces rouages, parce qu'effectivement, il y a une économie souterraine qui s'est installée. Et il faut que l'État mette tous les moyens pour lutter contre cette économie. Il faut que l'État mette tous les moyens pour que l'ordre républicain revienne dans les régions, parce que c'est en train parce que cette crise anglophone est en train de se méstatiser. Parce que quand la gangrène va atteindre un niveau incontrôlable, nous n'aurons que nos yeux pour pleurer. Oui, parce que beaucoup de ces personnes sont mutées en petits brigands. D'accord. Alors, vous gardez la parole, Thierry Nyopé. Au milieu de toutes ces crises, on vient d'évoquer Boko Haram, cette attaque séparatiste qui déborde désormais dans la région de l'Ouest. Émergence indique qu'un discours de Paul Biya au Camerounais s'impose. Que peut apporter un tel discours? Oui, mais beaucoup de choses. Quand il y a des crises chez vous, en tant que chef de famille, vous vous adressez à vos enfants, vous réunissez la famille pour essayer de parlementer, de discuter, de comprendre quelles sont les récriminations qui sont faites à l'endroit des uns et des autres, pour qu'enfin tous les enfants effectivement de cette maison regardent dans la même direction et mettent au devant de la scène l'intérêt général. Et c'est ce que justement un pareil discours va apporter. Va apporter au-delà du grand dialogue national. On se serait d'ailleurs attendu à l'époque que c'est le chef de l'État lui-même qui le préside, et n'a pas été le cas. Mais après, il n'y a pas eu une véritable grande sortie autour des efforts qui ont été faits. Même la commission de reconstruction des partis anglophones du Cameroun travaille peut-être, mais à l'ombre, mais ne rend pas toujours au courant tout ce qui est fait. Le ministre Paul Tasson, en fait, on s'attendait à ce qu'il nous dise exactement ce qui est fait là-dessus. Même la commission pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme qui travaille également avec l'ancien Premier ministre Peter Mafenu ne dit pas toujours exactement ce qui est fait là-dessus. Donc, il faut beaucoup travailler là-dessus. Je vous rappelle également qu'il y a des problèmes de la base avec les Roland de la double nationalité, un code vieux de plus de 50 ans qu'il faut dépoussiérer. Il y a beaucoup de problèmes. Beaucoup de choses à faire. Paul Biya n'est pas très friand des discours. Pour l'instant, c'est le 10 février et le 31 décembre. Est-ce qu'il va s'adresser à la nation? Justement, le journal Émergence jette là une bouteille à la mer. Parce qu'il y a des gens qui vont intervenir pour dire que mais non, ce n'est pas le 11 février, ce n'est pas... Non, nous pensons que Paul Biya, c'est le président de la République, la Respublica, la chose commune. Lorsque la République est confrontée à un certain nombre de problèmes, notamment la crise anglophone, notamment les manifestations de la base, notamment la Covid-19, notamment le Boko Haram et autres là, il est de bon ton que le président de la République, parce qu'il est le président aussi des terroristes anglophones, il est le président aussi de la base, il est le président de tous les Camerounais, parce que la République, c'est un territoire et des populations. Dans ces populations, il y a les terroristes, il y a des bien-passants, il y a ceux qui supportent le président de la République, il y a ceux qui ne le supportent pas. C'est tout ça qui forme la République et dont le président doit s'adresser à tous au beau monde. Bernard Batana, Thierry Nyopé, merci d'être venu ce lundi, chers messieurs. Madame, messieurs, c'était votre première livraison de la semaine de la revue des Grandes Unes. Nous vous retrouvons demain avec un égal plaisir. Il sera à 9h20 sur notre antenne, mais pour l'instant, nos programmes se poursuivent à 10h. C'est-à-dire dans 5 minutes exactement. Vous retrouvez l'émission 10 12 de Zénith avec toute l'équipe conduite par Michel Gadjou. Très bonne journée à tous.